Bien, bonjour les terminales, content de vous retrouver aujourd'hui pour une semaine qui va être relativement courte, hein, à peine 2 ou 3 jours en fonction de vos emplois du temps. Et donc nous allons poursuivre notre cours de géographie sur les organisations régionales des tentatives de coopération. On avait vu l'exemple de l'Asie du Sud-Est avec notamment l'ASEAN, hein, et puis d'autres organisations régionales pardon, qui avaient pour objectif de favoriser l'intégration à la mondialisation et la coopération régionale des pays de l'Asie du Sud-Est. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui, dans la suite du cours, qu'il existe un certain nombre d'organisations régionales à l'échelle mondiale qui tentent de faciliter l'intégration à la mondialisation. Alors, l'intégration d'abord, c'est quand même un terme à redéfinir, histoire de vous donner bien des idées claires sur, sur cette notion, hein. L'intégration, c'est un processus de renforcement des relations entre différents territoires par l'intensification des échanges et l'intensification des mobilités. Les mobilités, ce sont les déplacements des personnes pour des raisons professionnelles, touristiques, religieuses, etc. Donc, l'intensification des échanges et des mobilités spontanées, c'est-à-dire qui se provoquent naturellement, entre guillemets, ou liées à une volonté politique. Et dans ce cas-là, si c'est lié à une volonté politique, ce processus de renforcement des relations entre différents territoires, eh bien, cette volonté politique se manifeste à travers des accords. Alors de quoi on parle pour faciliter l'intégration à la mondialisation? Eh bien, on parle des zones d'intégration régionale qu'on abrège par le sigle ZIR, hein. Ces zones d'intégration régionale, eh bien, vous en avez quelques exemples sur cette carte issue de votre manuel, page 134-135. Alors, on retrouve évidemment l'ASEAN sur laquelle on a travaillé, hein, qui unit les pays du sud-est asiatique, hein. On retrouve évidemment la zone d'intégration régionale dont nous faisons partie en tant que France, l'Union européenne. On trouve l'ACUM, l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ex-ALENA, c'est-à-dire l'Association de libre-échange nord-américaine qui unit le Canada, donc les États-Unis et le Mexique. Vous avez le Mercosur qui vient de l'espagnol et qui veut dire Mercado Común del Sur, c'est-à-dire marché commun du Sud. Vous avez le SACU qui unit des États de l'Afrique australe. Vous avez le SAARC qui unit des États du sous-continent indien. Vous avez le CARICOM qui unit des États des Caraïbes essentiellement. Donc ces zones d'intégration régionale, qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones marquées par des unions commerciales entre plusieurs États avec parfois des politiques économiques et même parfois une monnaie unique, hein, c'est le cas de l'euro par exemple pour l'Union européenne. Et vous trouvez donc une définition, page 138, de ce que sont les zones d'intégration régionale. Donc excusez-moi, hop, j'ai oublié d'ouvrir mon manuel. Donc, page 138, hein, vous avez cette définition, hein, on vous le redit, hein, une union commerciale entre plusieurs États avec parfois des politiques économiques et même une monnaie commune. Euh, ces zones d'intégration régionale, elles se sont surtout développées vers la fin de la guerre froide, car ça a favorisé les rapprochements, notamment depuis la fin des années 80, donc 89-91, car avant, les pays, vous savez, étaient plus ou moins avec l'un des deux camps, hein, faisaient partie de l'un des deux blocs, hormis les pays non alignés, mais on a vu que même ce non-alignement était difficile à respecter. Et du coup, il était difficile au sein de zones régionales mondiales de pouvoir réunir tous les pays parce que ben, certains étaient plutôt du côté des Américains, certains étaient plutôt du côté de l'URSS. Et donc, avec la fin de la guerre froide et l'hyperpuissance américaine, eh bien, et la diffusion aussi du libéralisme économique, il faut le dire, puisque ces zones d'intégration régionale sont basées sur le capitalisme, le libéralisme économique, la suppression des frontières. Donc, la fin de la guerre froide a évidemment favorisé ce type d'intégration régionale. Et si cette intégration se fait à l'échelle régionale, c'est car elle semble plus adaptée aux échanges internationaux, car l'échelle mondiale, elle est jugée trop vaste
Et l'échelle nationale, elle, par contre, elle est jugée trop étroite en termes de marché, évidemment. Alors là, je vous ai mis les principales zones d'intégration régionale, hein. Vous voyez qu'entre ces zones d'intégration régionale sont passés des accords, par exemple le CETA dont on a parlé entre l'ACUM et l'Union européenne. C'est un accord économique et commercial global entre surtout, pardon, le Canada et l'Union européenne, d'accord, d'ailleurs accord sur lequel on reviendra, qui est assez discuté et contesté par notamment des agriculteurs ou des consommateurs européens. Vous avez le GEFTA, par exemple, qui unit un accord de libre-échange entre le Japon et l'Union européenne. Vous avez des accords entre l'association, entre l'Union européenne et certains pays d'Europe de l'Est, comme l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Vous avez des accords que passe l'Union européenne avec le Mercosur, etc., etc. Ces accords, il y en a à peu près, il y en a que quelques-uns qui sont représentés sur la carte, mais à l'échelle mondiale, il y en a environ 400. Euh, alors, les régions qui disposent d'associations régionales, hein, si vous regardez sur la carte, ce sont souvent les régions qui sont les plus intégrées aux échanges mondiaux, c'est-à-dire l'Asie de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord. En Afrique, eh bien, on a l'Afrique du Sud, qui est l'État le plus riche d'Afrique. On a une partie des États sud-américains qui fait partie du Mercosur. On y retrouve notamment les États les plus riches, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Euh, et donc, si on retrouve les régions les plus intégrées aux échanges mondiaux, c'est aussi du fait que ne pas appartenir à une association régionale, finalement, va vous marginaliser par rapport à la mondialisation. Et on voit bien d'ailleurs que les territoires qui n'en font pas partie, euh, souvent sont des territoires qui sont à l'écart de la mondialisation. On y retrouve certains pays sur lesquels on a déjà travaillé, comme par exemple la Bolivie, même si elle est en instance d'adhésion au Mercosur. On y trouve beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, on y trouve bien évidemment Haïti, on nous trouve des pays comme l'Afghanistan, comme le Yémen, donc essentiellement des PMA, aussi quelques pays qui sont pourtant fortement développés, mais qui ont un statut un peu particulier, comme la Russie. Ces associations économiques régionales se sont donc multipliées, hein, et elles structurent de vastes marchés intérieurs de libre-échange. Vous en avez un parfait exemple avec l'Union européenne, vous le savez, qui ouvre des productions locales à des marchés régionaux préférentiels. Donc l'Union européenne, ça a été une pionnière, hein, notamment dans la construction d'un vaste marché commun, hein. L'Union européenne qui à l'origine, on va dire si on remonte vraiment au début, c'était la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vous le savez, hein, créée par Robert Schuman, dont on a eu la fête de l'Europe d'ailleurs ce week-end, le 9 mai, créée en 1951, à laquelle a succédé la CE, créée en 1957 par le traité de Rome, et depuis 1992, on parle de l'Union européenne. Eh bien, cette vaste zone de libre-échange européenne a servi d'exemple à de nombreux autres de nombreuses autres régions qui ont développé de vastes marchés communs. Donc, ces zones d'intégration régionale, ce sont devenus des acteurs majeurs du commerce mondial, hein. Par exemple, en 2018, l'Union européenne représenterait 34% du marché mondial, soit un tiers du marché mondial. La CUM nord-américaine représentait 14% du marché mondial. Alors les principales, en termes de puissance, évidemment, c'est l'Union européenne dont on a déjà parlé. C'est aussi donc l'ACUM, hein, ex-ALENA, dont le traité a été renégocié par Trump, hein, par Donald Trump. L'ACUM, qui est un espace, comme le titre du document l'indique, très intégré, mais surtout autour des États-Unis. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui sont l'hyperpuissance mondiale, vont vraiment profiter de cette zone d'intégration économique. On l'avait vu notamment dans la répartition du travail entre les maquiladoras à la frontière mexicaine qui vont produire des biens manufacturés et qui vont être ensuite importés vers les États-Unis sans droit de douane, permettant à l'économie américaine de particulièrement profiter de cette zone d'intégration économique. Euh,
Alors cette ACEUM profite particulièrement aux États-Unis dans le domaine des exportations, hein. Les États-Unis vont exporter à peu près, euh, on va dire, 30% de leurs exportations vont se faire en direction du Mexique et du Canada. Donc, c'est un marché qui est très intéressant pour les entreprises américaines. Et à contrario, on voit que la plupart des exportations du Canada comme du Mexique se font en direction notamment des États-Unis. Ce qui montre que ce marché interne, en quelque sorte, va profiter surtout aux États-Unis. Même si on a vu que dans le cas des maquiladoras au Mexique, ça allait créer de la richesse et de l'emploi et attirer des populations en manque de travail. Alors cet ACEUM, c'est donc l'accord de libre-échange nord-américain. En anglais, on l'appelle le NAFTA, North American Free Trade Agreement. Il a été créé en 1992, donc vous voyez, en 1992, nous, on crée l'Union européenne qui avait déjà ses origines depuis 1957, voire 51. Donc on avait quand même pas mal d'avance en Europe. Donc il a été créé en 1992. Cette association est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Donc c'est évidemment une zone de libre-échange qui vise à disparition par étape de toutes les taxes douanières, c'est-à-dire que tous les produits qui vont passer d'un pays à l'autre en sein de l'Amérique du Nord sont exclus des taxes douanières. Euh, et donc, cette Amérique du Nord rassemble trois États, trois grands États, hein. C'est le Canada avec 10 millions de kilomètres carrés et pour seulement 34 millions d'habitants, donc à peine la moitié de la France, alors que c'est un pays 20 fois plus grand que la France, à peu près. Vous avez les États-Unis, 9,6 millions de kilomètres carrés, mais par contre pour 312 millions d'habitants. Et puis vous avez le Mexique qui fait 2 millions de kilomètres carrés, donc environ 4 fois la France, pour 115 millions d'habitants, c'est-à-dire un peu moins du double. Ensuite, comme zone d'intégration régionale, vous trouvez l'exemple du Mercosur, donc toujours sur le continent américain, mais ce coup-ci on bascule vers le sud. Donc je vous ai dit Mercado Común del Sur en espagnol. Alors lui, il a été créé un tout petit peu plus tôt, mais vous allez voir, hein, sensiblement à la même période, donc en 1991. Donc c'est devenu une union douanière depuis 1994, c'est-à-dire que les droits de douane disparaissent, hein. Et donc le Mercosur, il vise non seulement le libre-échange, mais aussi un tarif unique avec l'extérieur de la zone. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Mercosur, plus de droits de douane et circulation libre des marchandises. Et à l'extérieur, c'est-à-dire à la frontière extérieure du Mercosur, il y a un tarif unique, c'est-à-dire que les produits seront taxés de la même façon qu'ils tentent de rentrer par le Brésil, par l'Argentine, par l'Uruguay, histoire que ce Mercosur fasse bloc et n'ait pas finalement que chaque pays du Mercosur ait sa propre politique douanière vis-à-vis de l'extérieur. Donc il a été créé à l'origine par le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, donc les pays économiquement parmi les plus puissants, si ce n'est les plus puissants d'Amérique du Sud. Alors le Venezuela, lui, il est membre depuis 2012, mais à l'heure actuelle, son adhésion est un peu suspendue parce que notamment c'est un pays qui est en grave crise, grave récession, très grave récession économique, un effondrement de sa monnaie, une population qui fuit vers les pays voisins comme la Colombie, de fait des difficultés économiques justement et du fait en quelque sorte d'un certain embargo que lui imposent les États-Unis parce qu'il a des dirigeants qui ne sont pas vraiment très proches du gouvernement américain, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, donc le Venezuela, son- sa place est suspendue en tant que membre depuis 2012. Et d'autres pays eux, ont le statut de pays associés, comme le Chili et la Bolivie étant notamment en cours d'adhésion. Alors bon, d'autres zones régionales, hein, comme l'Union européenne, hein, on en a déjà parlé, et puis l'ASEAN, dont on en parlait dans l'étude de cas, l'Association des nations du Sud-Ouest asiatique, qui a été créée en 1967 pendant la guerre froide, et qui était une association pro-occidentale de 5 pays hostiles aux pays communistes d'Asie.
et qui a permis, depuis l'adhésion de 5 nouveaux